Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des croiseurs russes de la classe Slava ou les futurs Moskva, en nous posant la question de savoir si ces navires n'étaient pas obsolètes dès leur conception. Allez, c'est parti. Lorsque le Slava ou le futur Moskva est admis en service le 30 janvier 1983 au sein de la marine soviétique, ce dernier constitue un atout intéressant. Ses turbines à gaz lui permettent d'atteindre une vitesse de pointe élevée, couplée à une bonne endurance à la mer, et il dispose d'une force de frappe non négligeable, avec 16 missiles anti-navires P500 Basalt et une capacité anti-aérienne longue portée conséquente avec le S-300F. Mais surtout, ce bâtiment représente une alternative valable en cas d'échec de son nouveau bijou technologique, à savoir les croiseurs lance-missiles à propulsion nucléaire de la classe Kirov. Néanmoins, la situation n'est pas aussi idéale qu'elle paraît l'être à première vue. En effet, cette classe de croiseurs ne tient que difficilement la comparaison face à ses équivalents construits à la même période. À l'époque de Korskov, la marine soviétique développe une sorte de doctrine de la première frappe, partant du principe que, se sachant largement surclassé par l'US Navy, il lui fallait frapper fort en premier de manière à causer des dégâts massifs qui contraindraient les unités ennemies à se retirer prématurément. Par conséquent, d'un point de vue conceptuel, la marine russe met l'accent dans le courant des années 70 sur l'offensive, alors que la doctrine officielle déclare que les visées soviétiques sont de nature défensive, ce qui a un impact direct sur la conception des bâtiments. Ainsi, on ne peut qu'être frappé par la prépondérance accordée aux capacités offensives des principales classes de navires soviétiques en service à partir de la fin des années 70, souvent au détriment de leurs capacités défensives. À titre d'exemple, le croiseur Kirov déploie 20 missiles anti-navires P700 Granit, tandis que ce nombre monte à 24 sur un sous-marin Oscar II. Même les futurs porte-avions et des guillemets de l'amiral Kuznetsov embarquent seulement 12 missiles P700. Cependant, la marine se trouve vite confrontée à son retard dans le domaine de l'électronique de pointe. Les soviétiques eux-mêmes plaisantaient en indiquant produire les plus grandes micro-puces du monde. Or, ce retard découle de deux maux endémiques de la production militaire du RSS, particulièrement visibles au niveau de la construction navale. À performance égale, les armements soviétiques sont beaucoup plus gros, plus encombrants et moins résistants au brouillage que leurs homologues occidentaux. La création de systèmes de combat intégrés, qui combinent à savoir l'ensemble des capteurs embarqués, se révèle complexe, voire même impossible. Conséquence logique, les navires soviétiques sont globalement très gros, en taille comme en déplacement, afin d'accueillir suffisamment d'armement pour espérer réaliser la première frappe. Ce qui va, vous vous en doutez, impacter directement leur coût de construction. Un problème pour un pays qui ne dispose pas d'une économie florissante, capable de financer de tels investissements. L'autre souci réside dans l'absence d'intégration des armements embarqués. La perte du Moskva et le rapport Kuprin, oui, je vous en parlerai dans une autre vidéo, ont mis en lumière les difficultés rencontrées dans l'utilisation de certains capteurs entrant en conflit lorsqu'ils sont employés simultanément, avec comme conséquence désastreuse de les rendre ineffectifs. On peut aussi comparer la classe Slava à une autre classe de croiseurs emblématique produite à la même époque, celle des Ticonderoga de l'US Navy. Envisagée à l'origine en tant que destroyer et basée sur la coque de la classe Spruance, ces navires ont vu leur mission évoluer après l'annulation du projet Strike Cruiser, un croiseur à propulsion nucléaire d'un déplacement de 17 500 tonnes. Devenus des croiseurs, ils sont alors conçus pour protéger les porte-avions de l'US Navy. Une première unité est mise sur cale en janvier 1980 pour une admission au service en janvier 1983. Déplaçant 9800 tonnes en ordre de combat, il s'agit de la première classe de croiseurs de l'US Navy embarquant le système de combat Aegis, en référence à l'égide, le bouclier de la déesse Athéna. Oui, c'est plutôt bien choisi. Le développement et l'intégration de ce système révolutionnent alors les possibilités offertes en matière de combat et de performance. Centralisé et hautement automatique, l'Aegis permet de combiner l'ensemble des capteurs embarqués en un système unique de C2 Command and Control qui simplifie grandement le travail de l'équipage
pour détecter, suivre, acquérir et le cas échéant détruire la cible. De plus, ce système est amélioré de manière systémique et incrémentable, ajoutant de nouvelles capacités au système dans son ensemble au fur et à mesure des années et des évolutions technologiques. Je reviendrai aussi sur les frégates françaises dans une autre vidéo qui va bientôt sortir. On a un petit peu ce système-là aussi, vous allez voir, c'est assez passionnant. Fruit de longues recherches en matière d'informatique, puissance de calcul, d'électronique et de radars dédiés, le système Aegis, tel qu'employé par les Ticonderoga, repose avant tout sur un radar tridimensionnel disposant d'antennes à balayage électronique passive du type AN-SPY-1. Ce radar, fonctionnant en bande S, est composé de 4 antennes plates de grande taille disposées sur les 4 secteurs principaux du bâtiment, à savoir frontal, arrière et latéraux, afin de couvrir les alentours sur 360 degrés avec 350 km de portée, évidemment selon le type de cible et sa taille. Mais il y a un petit revers de la médaille, oui quand même ce système n'est pas parfait, l'Aegis nécessite d'importants systèmes de refroidissement et donc de génération électrique pour fonctionner. En gros, il consomme beaucoup. Au niveau des armements, les Ticonderoga sont porteurs d'une évolution fondamentale avec l'installation de 2 blocs de 61 cellules de lancement vertical VLS du type Mk41 à partir de l'USS Bunker Hill, 6e bâtiment de cette classe qui en comptera au final 27, tous construits entre 1983 et 1994. Grâce au montage de cellules verticales, les Ticonderoga sont en mesure d'emporter 122 missiles antiaériens et ou de croisière, procurant à cette classe une grande polyvalence dans les cibles pouvant être traitées. En comparaison, parce que oui, il faut quand même comparer, les Slava ne disposent pas d'un système de radar intégré à l'image de l'Aegis, même si d'un point de vue de l'architecture navale, ils se distinguent de leurs prédécesseurs par une concentration des radars sur des mâts uniques, à l'inverse, si je puis dire, de la forêt de radars typiques des navires soviétiques des années 60-70. Les Slava disposent aussi d'armements mettant chacun en œuvre leur propre radar pour fonctionner. On peut penser au 3R41 pour le S300F ou le MPZ301 pour l'OSA-M. Ceci complexifie évidemment significativement le travail des opérateurs ainsi que l'efficacité des systèmes d'armes dans leur ensemble. Dans le courant des années 80, un effort d'intégration des radars est effectué dans le cadre du programme Mars-Pasat, équipant les croiseurs lourds porte-aéronefs en construction. Mais son développement va finalement tomber à l'eau en 88 suite à des difficultés techniques et surtout budgétaires. Conscients du retard accumulé, les responsables soviétiques ne restent pas les bras croisés. Preuve en est les configurations de radars qui diffèrent d'un navire à l'autre. En outre, l'ingérence constante du politique dans les affaires techniques fait que chaque bureau d'études, et ils sont très nombreux, cherche à placer son produit sur les bâtiments en cours de construction avec comme conséquence que ces bureaux d'études ne cherchent pas à collaborer en vue de développer des systèmes intégrés et capables de fonctionner de concert. Alors ça, c'est un problème qui est assez récurrent dans l'appareillage soviétique et même dans le domaine spatial. Et je reviendrai aussi sur un petit peu la conquête spatiale entre les États-Unis et l'URSS. En comparaison, le système capitaliste américain a été beaucoup plus rationnel dans son fonctionnement que la planification centralisée soviétique, qui n'a jamais pu ou même voulu concentrer les moyens à sa disposition. On constate le même phénomène au niveau de la construction navale, là où l'US Navy se concentre, pour des raisons politiques et suite à l'abandon de plusieurs projets, sur seulement 2 classes de navires. Les Ticonderoga et les destroyers Aloe Burke, produits en série et qui ont été modernisés au fur et à mesure, alors que la marine soviétique, elle, pratique une politique beaucoup plus artisanale. Chaque classe comprend des sous-séries composées de 2 ou 3 unités, ce qui complexifie la logistique et le maintien en conditions opérationnelles. Vous noterez d'ailleurs sur la vidéo, pour ceux qui l'ont vu, des frégates Korskov, que c'est toujours un petit peu le cas. Il est utile de rappeler qu'à l'époque où les Slava sont en construction, l'URSS produit comme principale unité océanique un ensemble disparate de croiseurs Slava et Kirov, de destroyers Sarich, projet 956 et projet 956U, ainsi que de grands navires de lutte anti-sous-marins, frégates, le projet 1155 et le projet 1155.1,
sans compter les frégates de plusieurs modèles et variantes. Au niveau des armements, le comparatif devient encore plus douloureux pour les soviétiques. En effet, avec un déplacement maximal de 11 300 tonnes, soit 1500 tonnes de plus que les Ticonderoga, les Slava font pâle figure face à leurs homologues américains, avec seulement 16 P-500 Basalt, des missiles anti-navires d'une technologie ancienne, et 64 5V-55RM contre 112 missiles pour le Ticonderoga. Un rapport qui illustre bien la réelle capacité offensive du Slava. Pour ne rien arranger, le choix fait d'installer les armements principaux de part et d'autre du pont des Slavas rend difficile leur modernisation, avec un armement plus récent. Un autre problème rencontré sur les Slavas est leur absence de polyvalence. Les P-500 sont principalement destinés à effectuer des frappes contre des navires de surface. Leur emploi contre des cibles terrestres, fixes, est possible, mais n'a semble-t-il jamais été tenté. A l'inverse, les cellules verticales des Ticonderoga permettent d'adapter leur dotation d'armement au fur et à mesure des années et de la mise au point de variantes modernes des missiles d'origine. Et même si ces croiseurs arrivent en fin de carrière, ils sont toujours pertinents en tant que système d'armes, ce que les croiseurs soviétiques ne sont plus depuis longtemps. C'est peut-être là que réside toute la problématique relative aux Slavas, conçus comme une solution de rechange en cas d'échec des Kirov. Il s'agit de navires dont le développement s'est éternisé, construits en faible nombre et n'ayant jamais bénéficié de véritables programmes de modernisation en profondeur, malgré des réflexions avancées à ce sujet, ce qui aurait permis de revaloriser et d'exploiter le plein potentiel offert par une coque de bonne dimension. Je reviendrai d'ailleurs sur la modernisation hypothétique de cette classe de bâtiment. Les Slavas semblent être restés définitivement figés d'un point de vue technologique quelque part dans les années 70-80, tandis que les Ticonderoga, bien que développés à la même période, je précise, ont été en mesure de s'adapter à grand renfort d'argent aussi aux années 90-2010 et aux contraintes du champ de bataille moderne. Concernant les navires de surface, la construction navale russe semble continuer à répéter les mêmes erreurs en multipliant les designs similaires et concurrents ainsi que des standards d'équipement variant d'un navire à l'autre au sein d'une même série, sans disposer d'une cohérence d'ensemble. Je reparle encore des frégates Korskov. Pour ça, je vous invite à voir la vidéo là-dessus. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.